Bonjour à tous et à tous. Aujourd'hui, je vais vous consacrer une vidéo podcast sur le sujet de l'adoption internationale. Je souhaiterais avec vous aborder plusieurs angles du sujet, qui est un sujet, je le dis d'avance, très complexe. Et vous allez le voir avec la multitude des sujets que je vais aborder ici. C'est un sujet complexe d'un point de vue historique, très sensible émotionnellement, qui n'est pas encore rationalisé, scientifisé, complexe pour les États, parce qu'il n'y a pas que l'État français, c'est bien un phénomène international, complexe pour les parents adoptifs, pour les candidats à l'adoption, pour les personnes adoptées, complexe pour l'ensemble des acteurs qui gravitent autour de l'adoption, que ce soit les pouvoirs publics, les administrations ou encore les associations, complexe même d'un point de vue sociétal par rapport aux mythes, aux préjugés, aux clichés qui entourent le phénomène. Alors pour cela d'abord, j'aimerais vous parler de ce qu'on appelle la recherche des origines. Qu'est-ce que la recherche des origines? Je la déclinerai en deux aspects. Le premier aspect, le plus évident, c'est l'envie pour une personne adoptée qui le désirerait de retrouver ses parents de naissance, ses parents biologiques ou ses géniteurs. Qu'importe la terminologie, il s'agit bien de retourner dans son lieu de naissance ou de revoir ses parents, ou les deux à la fois. Le deuxième aspect de la recherche des origines, qui est moins évident, c'est celui de retrouver, de se réapproprier sa culture d'origine. Puisque dans le cas d'une adoption internationale, souvent faite par le mécanisme juridique de l'adoption plénière, donc qui est rupture totale des liens entre la famille de naissance et la famille d'accueil, et en termes d'affiliation. Et puis, compte tenu du phénomène d'adoption, les adoptés sont privés finalement de vivre, d'évoluer dans leur pays d'origine. Donc cette recherche-là a vocation un peu plus identitaire, d'une autre manière, de se réapproprier de quelque chose pour lesquels on les a privés. Ça peut regrouper plusieurs facettes, comme visiter le pays, connaître sa culture, ses coutumes, ses traditions, ses mœurs, la nourriture, la gastronomie, les paysages, la température, tous ces éléments qui paraissent si banaux dans une vie ordinaire et qui pourtant, pour quelqu'un qui en aurait été privé, paraît essentiel dans sa construction si elle le désire. À cet égard, et c'est pour ça que je vous indique que l'adoption est complexe, c'est que c'est un peu, bien qu'il y ait des tentatives d'accompagnement, c'est un peu un sujet qui manque de structure. Et on le voit par le fait que certains adoptés ont recours à des détectives privés pour les aider à retrouver leurs parents, à accumuler le plus d'indices possible. Et donc c'est payant. Il n'y a pas nécessairement d'obligation de résultat, et on le comprend vu la dimension complexe d'une telle demande, mais en tout cas, ces détectives sont formés, et j'ai bien dit privés. Mais ça montre bien que les pouvoirs publics sont défaillants d'une certaine manière. Déjà, en n'assurant pas eux-mêmes un accompagnement total de ces personnes adoptées. Et d'autre part, peut-être parce qu'ils n'ont pas les qualifications ou les compétences, simplement. D'où le fait que certains ont recours à des détectives privés. En sus de cela, certains vont recourir à des tests ADN. Alors même que les tests ADN sont interdits par le législateur dans le code pénal, 37 500 000 euros, 37 500 000 euros d'amende, si je ne m'abuse. Mais néanmoins, semblerait-il que le législateur ferme un peu les yeux sur cette pratique largement répandue. Ainsi donc, les personnes adoptées vont
importer, acheter des tests de l'étranger et ça va les aider à mieux connaître leurs origines, les ancêtres. Ça peut véritablement les aider, ne serait-ce en termes de localisation, en termes d'ethnie. Si je prends par exemple le cas de mon pays d'origine, le Vietnam, il y a 53 ethnies et c'est un indicateur assez donné par le test ADN qui permet à un individu de savoir au moins de quelle famille d'ethnie celui-ci appartiendrait. Je dis que la quête des origines est difficile, mais vraiment difficile. Et j'ai dégagé trois éléments dans mon analyse. L'aspect financier, l'aspect technique et l'aspect temporel. Financièrement, pourquoi c'est difficile? Parce qu'il n'y a pas d'aide, parce que ce n'est pas gratuit, parce qu'il n'y a pas d'accompagnement, donc c'est à la charge quasi totale de la personne adoptée. Peut-être que les parents adoptifs seront d'accord pour l'aider, mais je vous laisse imaginer le coût que cela implique. Payer le voyage, être sur place, payer des traducteurs, traduire ses papiers, les tests ADN en somme, si on en a recours, etc., etc. 2000 euros, 5000 euros, 10 000 euros, voire plus. Voilà. Ça c'est véritablement, oui, déplorable, alors même que le droit d'accès aux origines est un droit consacré dans les textes internationaux les plus élevés dans la hiérarchie des normes. C'est donc un problème financier, mais c'est aussi un problème technique. Parce que même, quand bien même on aurait l'argent, encore faudrait-il avoir la connaissance technique, savoir où chercher, à qui s'adresser, à quel organisme, comment faire. Et tout le monde n'est pas égal devant cette telle charge. Tout le monde ne peut pas. Et c'est la raison pour laquelle j'ai indiqué comme troisième levier le problème temporel. Parce que ça prend du temps. Donc ce temps préparatoire, c'est du temps qui est réduit pour aller directement faire les recherches, l'acte de faire la recherche. C'est aussi un problème au sens que plus le temps passe, plus l'individu, la personne adoptée devient âgée, et plus fatalement, ses chances de retrouver ses parents de naissance diminuent. C'est une réalité, et moi-même j'ai pu lire de nombreux témoignages de tout âge, donc aussi de personnes qui ont 50, 60, 70 ans. Et comment leur dire que c'est quasiment probable qu'ils ne retrouveront jamais leurs parents parce que ils sont peut-être décédés. Mais leur donner une telle réponse qui est rationnelle ne fera qu'accroître une souffrance qui émerge depuis plusieurs années. Parce qu'une personne, quand elle vient vous dire qu'elle va essayer de retrouver ses parents, ce n'est pas sur une prise de tête, c'est une décision sans doute mûrie, sans doute qui a émergé en elle depuis plusieurs années. Donc ça, la recherche des origines, c'est déjà très compliqué et s'ajoute à cela des complexités juridiques. Alors historiquement, on peut dire que l'adoption a eu un encadrement législatif, on le voit avec la Convention de la Haye de 1993 et également avec la Convention internationale des droits de l'enfant. C'est pour cela que les juges se fondent sur un droit qui est un droit fondamental, consubstantiel à tout être humain, celui du droit d'accès aux origines. La Cour européenne des droits de l'homme reprend d'ailleurs cette notion-là. Les juges en font de la Cour l'emploi et elle a rendu à cet égard une jurisprudence assez florissante depuis plusieurs années et dont on voit que le curseur du juge se fonde tant du point de vue des parents adoptifs, des candidats d'adoption,
des enfants, des adoptés, mais ou bien d'autres considérations. Le fait est que le terme intérêt supérieur de l'enfant entre dans la grille d'analyse du juge. Comment concilier les intérêts en présence? Voilà donc la question qui se pose, tout en n'omettant pas que c'est un droit. Peut-être peut-on faire le lien avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui est fondamental. Alors l'adoption, au-delà de cet encadrement international, législation internationale, a également évidemment un encadrement administratif. En France, bon, du moins, il faut faire une demande d'agrément pour pouvoir adopter. Et cet agrément prend 3 à 5 ans et il y a des tests également à passer. Donc c'est pas, on n'adopte pas comme ça. C'est une décision déjà qui doit se mûrir pour les parents, mais également c'est tout un parcours du combattant, si j'ose dire, pour les candidats qu'ils vont devoir opérer. Moi-même, je suis intervenu en tant que spectateur à un colloque de la Cour de cassation, qui est la plus haute juridiction judiciaire en France. Il était question d'un colloque sur l'évolution législative de l'adoption. Donc il y avait des juges, mais également des psychologues. Et oui, quand je vous dis que c'est complexe, c'est pas. Moi, je ne mets pas un tableau noir sur les pouvoirs publics. C'est un problème complexe qui regroupe une dimension holistique, juridique, c'est vrai, mais c'est surtout une question historique, une question psychologique et humaine avant tout. Et comment faire? Comment traiter l'existant? Comment réparer? Peut-être moralement, pécuniairement, comment, comment faire quand les adoptions se sont mal passées? Parce qu'elles existent. Et puis, que faire aussi des adoptions qui ont réussi? Parce qu'elles existent aussi. Et comment statuer de manière équilibrée, sans faire preuve de manichéisme, sur une telle situation? Parce qu'une adoption ratée, c'est quand même assez terrible. Il y aurait une privation de sa famille de naissance, dans laquelle l'enfant adopté aurait pu espérer euh, s'épanouir, du moins il peut le fantasmer, et une privation de sa famille adoptive qui aurait pu faire un rejet. L'intérêt supérieur de l'enfant, c'est donc véritablement le curseur à prendre en compte, consacré à l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant. On retrouve également sa consécration dans notre Code civil français, titre 8 du Code civil, nommé de la filiation adoptive. Vous avez tout à la fin d'ailleurs une petite rubrique sur le droit international privé. En France, au niveau du Parlement, on a des groupes d'études. Alors les groupes d'études, c'est quoi? Ce sont des groupes à l'Assemblée nationale qui vont traiter de divers sujets, comme l'écologie, l'environnement, l'intelligence artificielle, les inégalités, les violences. Et donc il existe aussi un groupe d'études d'adoption, et il me semble-t-il que c'est la 16e législature. Donc vous pouvez les retrouver sur Internet, les travaux afférents à l'adoption. Évidemment, l'adoption est un sujet qui est revenu plusieurs fois dans l'histoire parlementaire française. Ne serait-ce qu'on pensera à la loi de 2022, très récente, mais également à la loi pour le mariage pour tous en 2013, où cette question-là évidemment s'est posée, et même dans les années 2000, où en 2002 il y a eu l'institution du CNAOP, un pouvoir public qui aide à la délivrance des origines. Donc ça c'est le volet, disons-le, juridique pour faire très, très bref. On a également toute une littérature, de la culture cinématographique, documentaire. Je pense notamment à un film français Pupille de 2018 de Jeanne Henry, que j'ai apprécié, mais toutefois je mets en garde parce que
c'est un très beau film, mais en même temps, il ne peut pas, et c'est normal, hein, c'est un film, montrer tous les angles de l'adoption. Euh, et puis le cas d'ailleurs dans ce film est assez particulier parce que c'est une mère célibataire qui va adopter. Bon. Mais ça a le mérite de populariser les choses. Je trouve que c'est admirable que des personnes adoptées, des associations, fassent émerger leurs témoignages. D'abord, je dirais, c'est presque une nécessité historique pour pouvoir documenter et se baser sur des témoignages existants. Et c'est aussi une espèce de libération de la parole, parce que, hélas, je pense, non sans être orgueilleux, dire que la société a été traversée par des mythes qui ont été forgés sur l'adoption. L'adoption serait un acte humanitaire, ça on l'a entendu après la Seconde Guerre mondiale. Il fallait sauver un enfant qui n'avait pas de parents, mais également par des stars. Johnny Hallyday, mais pas que lui. Je ne dis pas Johnny Hallyday pour accuser Johnny Hallyday, loin de là. Mais les stars qui ont adopté des enfants à l'international et qui ont forgé ce mythe-là que ces adoptions se passaient bien et que, point barre, il n'y avait rien à dire. C'était évidemment beaucoup plus complexe et ça fait fi des adoptés internationaux qui n'ont pas été adoptés par des stars et pour qui ça se passe pas bien. D'ailleurs, on ne sait pas finalement si les adoptions internationales par les stars se passent bien. Mais néanmoins, cette image-là que les médias euh, ont pu forger de fait en relatant certaines expériences ont pu contribuer à un essor. Aujourd'hui, l'adoption est en baisse. L'adoption, historiquement, s'est massivement propagée après la Seconde Guerre mondiale. On le comprend parce qu'il y avait des morts, des pères qui laissaient un enfant seul. Et on a l'exemple de la Corée du Sud, par exemple, qui est un pays qui a massivement eu recours, en tout cas a permis l'adoption internationale, et qui, des années après, a freiné le phénomène. Et plus encore, le gouvernement coréen a, peut-être par culpabilité, par envie de réparer, facilité cette recherche des origines. Je pense à quelqu'un en France qui est assez connue puisqu'elle a adopté Fleur Pellerin, qui était une ministre de la culture mais également dans l'économie et qui est aujourd'hui à la tête de Korea Capital, qui a été donc adoptée et elle avait au cours de ses missions gouvernementales dû visiter la Corée du Sud et les autorités déjà l'ont acclamée, la population aussi l'ont acclamée comme une star, mais plus encore on lui a proposé en fait de lui faciliter ses recherches aux origines. Vous imaginez, il faudrait donc être un ministre, pouvoir voyager dans son pays d'origine pour avoir un accès facilité à ses origines. Oui, donc c'est là il faut quand même aborder la chose. Il y a une espèce d'inégalité sociologique. Pour les parents adoptifs, encore plus. Pourquoi? Je le dis, l'adoption internationale a entraîné des dérives, et dont celle des transactions marchandes. Oui, il y a eu des cas de transactions financières, des paiements, où des enfants ont été littéralement achetés. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une inégalité financière pour les parents adoptifs, puisque ceux qui ont les moyens pourront le faire. Plus encore, et ça des sociologues l'ont démontré, c'est que tous les candidats ne sont pas armés de la même euh, manière pour adopter, même en France, hein, si c'est une adoption nationale. Parce qu'il y a des entretiens psychologiques à passer, des entretiens motivationnels sur 3 à 5 ans, assez durs, et donc si on n'a pas le bagage culturel pour pouvoir défendre son dossier, ça ne passe pas. Mais est-ce que ça prédispose de l'incompétence de certains parents issus des classes ouvrières ou populaires ou autres qui n'auraient pas les compétences pour adopter? C'est quand même assez terrible, vous voyez. Donc moi aussi, je prends le point de vue des parents adoptifs, bien entendu, bien entendu.
Il y a une question qui s'était posée sociétalement, et d'ailleurs il y avait une émission à la radio, c'était celle de savoir s'il fallait bannir l'adoption internationale. Moi je dis non, et même en termes d'adoption nationale tout court, je dis non. Moi, la seule chose qui m'intéresse véritablement, c'est de traiter l'existant. Donc c'est comment on fait pour trouver des solutions de manière très pragmatique. Et plus encore, c'est c'est de lutter contre le taux de suicide des personnes adoptées qui est 4 fois plus élevé. Ça, c'est un vrai problème médical. C'est déjà assez compliqué, alors en plus, si ces personnes mettent fin à leur jour, ça montre un double échec. Un échec du phénomène d'adoption qui va entraîner une mauvaise image, alors que l'adoption peut très bien se passer. Hein. Il y a mais quand ça se passe bien, on ne le dit pas spécialement. Et évidemment, c'est mettre fin à ces jours, c'est quelque chose, mais ça ne relève pas d'un problème de folie ou de psychiatrie. Non, c'est pas ça. Pourtant, Dieu sait que, pour avoir lu ces témoignages, il y en a qui se pensent fous, mais ils ne sont pas si fous que ça. Parce que il y a des phénomènes que je dirais, enfin des éléments que je dirais non nécessairement cumulatifs qui expliquent le taux de suicide 4 fois plus élevé. Entre autres, la déculturation. C'est quoi la déculturation? C'est le fait d'avoir été privé de son pays d'origine, de sa culture d'origine. Donc il y a eu un voyage qui a été fait, et la personne n'a pas accès à sa culture d'origine. Et d'où le fait qu'elle a envie peut-être de retrouver sa culture, de se la réapproprier. Ensuite, il y a l'éventualité du racisme. Et oui, parce que si c'est à l'international, il y a des différences ethniques qui s'opèrent. Et, et il y avait Amandine Gay j'en reparlerai après, qui avait fait un super travail et qui avait expliqué que il y avait une famille européenne qui avait adopté une fille africaine, et cette famille-là avait dit qu'elle ne voulait pas que sa fille se mélange avec d'autres noirs. Alors ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que les parents eux-mêmes ont une défiance, sont racistes eux-mêmes. C'est quand même assez terrible d'adopter un national et d'avoir de tels préjugés. La réappropriation des origines, ça peut se faire aussi à partir de pays existants. Je veux dire, c'est pas incompatible que de s'intéresser à son pays d'origine, à déjà manger de la nourriture pour pas qu'il y ait une rupture totale, pour pas qu'on efface non plus, qu'on fasse semblant que la personne est 100% française. Non, on lui rétorquera ça à l'école et bien au-delà dans sa vie tout court, parce que c'est le faciès c'est la première chose que l'on voit d'une personne. Je reviens sur la notion d'adoption, du mot adoption. Adoption est un terme pour lequel on pensera directement à l'abandon, aux abandons. Alors, la majorité des cas, c'est ça, hein, l'abandon de naissance, qui résulte d'une naissance sous X ou des raisons. Ici, moi, je ne les juge pas, c'est pas à moi de les juger. Par contre, ce que je veux dire, c'est que toute adoption n'est pas le fruit euh, d'un abandon. En effet, il y a eu et il y a encore peut-être des cas de kidnapping. Euh, un kidnapping, c'est le fait que un enfant ait été enlevé de ses parents de naissance. Donc, vous voyez la complexité de la chose. C'est pas un abandon à proprement parler. On peut pas parler d'abandon. C'est même un peu insultant et stigmatisant, à la fois pour les parents de naissance, pour les adopter eux-mêmes, qui ne savent pas et qui peut-être, c'est déjà arrivé, découvrent qu'en fait, il y a eu un trafic. Donc des personnes qui sont enrichies sur le trafic d'enfants. Et quand je parlais de recherche des origines, avant je parlais des personnes adoptées, mais ça veut dire aussi
dans le cas d'un kidnapping, il y a potentiellement une envie des parents adoptifs, de naissance biologique, de retrouver leurs enfants. Parce que ça n'a pas été de la volonté de la mère que d'abandonner son enfant. Elle a été privée aussi d'un droit qui est celui d'avoir son enfant. Donc ça, c'est la difficulté. Étymologiquement, l'adoption signifie adoptare, donc à choisir. Statistiquement, les adoptions sont en baisse. À l'international, on en a moins de 200, il me semble-t-il. Euh, mais le phénomène, je pense, existera toujours. L'adoption, du moins, existera toujours. Un autre mythe est celui d'énoncer l'adoption comme une histoire de cœur. Alors évidemment, le fait d'apporter de l'amour à son enfant de naissance est une très bonne chose. Ça permet notamment de réparer cette blessure primitive, cette blessure de naissance, mais ça ne suffit pas toujours. Et qu'est-ce qu'on met par histoire de cœur? Mais je dirais que c'est aux parents et aux personnes adoptées de le définir. Ça ne peut pas être la société qui peut plaquer comme ça une grille de lecture. C'est assez stigmatisant hein, quand vous entendez vous faire dire que vous auriez pu avoir une meilleure vie, vous devez être reconnaissant, vous auriez pu avoir une vie misérable. On ne sait pas en fait. On ne sait pas. Donc moi je pense qu'un adoptant doit être véritablement au fait au moins de plusieurs de ces thématiques parce que plus il est sensibilisé, plus l'accompagnement, l'adoption peut bien se faire. Moi je dis qu'il faut que les parents adoptifs soient égoïstes, dans le bon sens du terme. Ils doivent penser à eux, ils doivent penser à l'intérêt de l'enfant, et c'est que comme ça que ça peut bien se passer. Quand je dis égoïste, c'est par miroir à des adoptions qui sont effectuées pour des considérations humanitaires. Ça ne peut pas marcher sur le long terme. Parce que si moi, par humanisme, là, je décide d'aider toutes les personnes du monde, mais que je ne m'aide pas moi-même, ça ne va pas marcher. Et si une personne décide d'adopter pour sauver quelqu'un, mais non pas par amour, c'est l'enfant lui-même hein, qui en sera victime pendant son enfance, adolescence et même pour la suite. Et la risque de rupture est très prononcé. Qu'est-ce que la blessure de naissance? C'est un traumatisme. Ce n'est pas une pathologie médicale. Ce n'est pas quelqu'un qui est fou psychiatriquement, borderline, schizophrène, ou que sais-je. Non. Évidemment que c'est un sujet psychologique. Parce que certaines séparations peuvent être plus brutales, et puis de toute façon, l'adopté ne peut pas vraiment savoir ce qui s'est passé. Il peut tenter des hypnoses pour faire remonter à la surface des souvenirs, mais la blessure de naissance, c'est une blessure d'âme, c'est une blessure d'abandon, si on reprend la terminologie de la psychologue Lise Bourbieu, vous savez, celle qui a dégagé 5 typologies, la blessure d'âme, en termes de blessure d'âme, abandon, injustice, rejet, abandon, et j'ai oublié la dernière, mais évidemment que pour les adopter, c'est celle-là. Et en fait, c'est une espèce de blessure émotionnelle, corporelle, qui peut ressurgir à tout instant, hein, même plus tard, pour des relations amoureuses, pour faire des amis, eu égard aux parents adoptifs, etc., etc. Donc, c'est pour cela que l'on parle, dans le jargon adoptif, de enfant besoin spécifique, EBS. Et oui, parce que c'est quand même tout de même des paramètres à prendre en compte qui font que c'est un enfant un peu différent des autres. Et il ne faut surtout pas mettre ça sur le tapis et faire cacher la vérité à un enfant. Je pense qu'aujourd'hui, ça n'existe plus, ça. Mais par le passé, il y avait encore ce tabou-là de lever le voile sur l'adoption. Mais il faut le faire le plus vite possible. L'enfant n'est pas stupide. De toute façon, dans le cas d'une adoption, tout ça, il le voit par la différence ethnique. Mais c'est là, c'est arrivé que des personnes à l'âge de 30, 40, voire plus, apprennent a posteriori qu'elles ont été adoptées. Et que les parents adoptifs ne l'ont jamais dit. Et pour X raisons, ils l'ont découvert, mais
Et ça fait mal. Comment se remettre de ça? Parce que ça veut dire qu'on s'est construit sur plusieurs années sur un mensonge, ou du moins sur un non-dit. Ça, c'est terrible. Donc, c'est des blessures qui peuvent s'accumuler, et puis l'impossibilité de retrouver ses parents aussi peut constituer une blessure. Donc la blessure de naissance, pour en revenir, a été très bien documentée par la psychologue clinicienne Nancy Newton-Verrier dans son ouvrage La blessure primitive, disponible en ligne en PDF. On a d'autres vidéos hein, qui en parlent, mais elle a donné la parole et elle a recensé par écrit divers témoignages et a pu quand même constater qu'il y avait une certaine récurrence, y compris dans des adoptions qui se passent bien, et chaque adopté réagit de manière différente. Certains vont être dans un conflit de loyauté, d'autres vont être compliant, pour, donc compatibles, voire un peu s'accrocher aux parents adoptifs, un peu plus que la moyenne. Donc ça, c'est la blessure de naissance qui peut se travailler par des séances de thérapie EMDR, par de la discussion, par de la résilience, de la persévérance, par d'autres moyens, mais je pense qu'il y a une part euh, qui, qui restera en nous. Elle ne peut pas disparaître, elle peut être apprivoisée, maîtrisée, et d'ailleurs je pense que plus on en a connaissance et mieux c'est, ça permet d'avoir une certaine compréhension. Je dis ça, moi j'ai plus de 25 ans, mais un enfant et un adolescent ne comprend même pas ce qui lui arrive véritablement. Comment peut-il mettre des mots sur des mots? Là, je vous en fais une démonstration par la vidéo de la complexité. Comment un enfant peut-il réagir? Et surtout, s'il ne se sent pas à l'aise, à qui peut-il en parler? Euh, et il existe des lignes d'écoute, des associations, certes, mais encore faut-il en avoir connaissance. Et puis même, si les parents adoptifs sont bienveillants, veulent accueillir la parole, euh, l'enfant peut-être ne peut pas s'exprimer de la même manière qu'avec d'autres adoptés. D'où le fait que dans des associations, les adoptés se rencontrent et peuvent se parler, c'est pas entre eux de certaines problématiques en fait, qui ne peuvent aborder avec des parents qui ont peut-être un certain prisme. Il y a une autre dimension, je dirais, qui est très objective, hein, pour le coup, qui est totalement objective en fait, c'est celle du non-accès aux antécédents médicaux. Ça, c'est un vrai problème pour les adoptés. Toute leur vie, ça veut dire que bon, ils ne pourront pas savoir si ils auront hérédité d'une maladie héréditaire. C'est aussi un problème lorsque ces adoptés-là doivent se manifester auprès de médecins et que ceux-ci leur disent mais donnez-moi vos antécédents. Ah, je ne peux pas. Et le regard, mais pourquoi? Évidemment que chaque adopté ne peut pas parler avec aisance de sa histoire. Certains n'en parleront jamais. Donc c'est là, je vous dis, c'est aussi un secret, un poids que l'on porte. Il est vrai que statistiquement, les personnes adoptées consultent davantage de psychologues. Euh, je dirais tout de même que les psychologues ne sont pas spécialement formés à ces questions-là. Il y en a qui le sont, mais tous ne le sont pas. Et puis même dans la sphère médicale, que ce soit la psychiatrie ou même les médecins tout court, ceux-ci ne sont pas au fait, parce que le sujet, disons-le, c'est un peu triste de le dire comme ça, mais concerne moins de 1% de la population en France. Il n'y a peut-être pas des modules spécifiques au sein des études universitaires de médecine ou autres, mais c'est des questions spécifiques et on ne peut pas amalgamer tous les troubles existants, les pathologies que je ne connais pas, hein, mais Asperger, schizophrénie, etc., avec l'adoption. Non, non, les adoptés ne sont pas fous. Mais oui, il y a des besoins psychologiques. Et je le dis pour des adoptés qui écouteraient, n'ayez pas peur d'en parler avec des personnes et puis avec des professionnels si vous en avez besoin. On a pu recenser des troubles d'attachement des adoptés, que ce soit avec les parents, mais également en termes de relations amicales, amoureuses. Pourquoi? Pour en revenir avec la blessure de naissance, vous allez voir le lien. On a pu constater
Ça, si on se fie aux écrits, aux témoignages, que des adoptés ont du mal à nouer des relations et préfèrent quitter avant de se faire abandonner. Le terme n'est pas anodin là, avant de se faire abandonner. C'est donc pour ne pas revivre la blessure de naissance. Ça peut être une explication, mais c'est très... Je pense même pour quelqu'un qui serait en couple ou qui doit s'attendre à ce que ce soit un tout petit peu différent. Qui joue des choses un tout petit peu différentes avec la personne adoptée. Alors, je pense qu'il faut aussi, s'agissant de ces questions d'adoption, en parler aux adoptants euh, et que l'adopté, tôt ou tard, leur posera des questions, parfois normales, parfois beaucoup plus profondes, et que ça peut dérouter, mais que ces adoptants doivent eux-mêmes être armés pour y répondre ou tenir mentalement, parce que ça peut être dur hein, de s'entendre dire que tu n'es pas ma mère, tu n'es pas mon vrai père. Euh, oui, ça peut être violent. En fait, ça l'est dans les mots employés, c'est vrai. Un adolescent qui dit ça, mais croyez-vous réellement qu'il le pense? N'est-ce pas la manifestation de l'un de ses mots plus profonds? Et pour reprendre ce que j'avais dit, peut-il réellement mettre des mots sur des mots qu'il n'a pas identifiés, dont il n'a pas conscience? Ce n'est juste une manifestation, donc il faut tenir le choc, il faut être armé psychologiquement et savoir réagir à ça. Je le dis, bien entendu, qu'il y a des adoptés qui ne posent aucun problème. Bon, c'est vrai que dans la littérature, j'ai pu lire qu'il y avait des adoptés un peu dociles, un peu de manière péjorative, et pour pas faire de vagues, finalement s'oubliaient elles-mêmes. Euh, et ces personnes adoptées, finalement, jouent un rôle, développent un faux self, pour reprendre la terminologie psychologique. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas vraiment elles-mêmes. Elles mettent un masque pour être intégrées. Euh, donc admettons que ces sujets sont posés et que un travail est effectué volontairement par l'adopté ou encouragé par d'autres. Il y a des techniques et je n'ai jamais essayé, mais je suppose que l'hypnose est une ericksonienne, je crois, permet de faire remonter à la surface, faire revisualiser ces moments de traumatisme. Est-il nécessaire de le faire? Je n'ai aucune idée. Au moins, cela permettrait de mieux se connaître. Je dirais quand même hein, qu'il y a une certaine résilience des adoptés. Dans la littérature, on parle de survivants, et je pense à raison. Parce que privation de ses parents de naissance, de sa culture d'origine, le déplacement, l'intégration dans une nouvelle culture, etc., etc., c'est quand même un sacré parcours du combattant, convenons-en. À la fois, il y aura donc du déracinement, à la fois de la déculturation, l'expérience d'être abandonné, euh, assez unique, des pleurs, de la tristesse, peut-être au début de sa vie, des crises existentielles, et pas qu'à l'adolescence, peut-être bien plus tard. Euh, et donc, malgré cela, il faut se construire, donc d'où le fait que les parents adoptifs offrent un cadre, une nouvelle famille, une nouvelle histoire à laquelle se raccrocher. Également la culture du pays, les amis, l'école, bienveillante, le regard que porte la société, la culture, s'agréger à un nouveau corps social, à une histoire. Moi, pour le coup, vous savez, je me sens totalement français. Je veux dire, je ne parle pas ma langue d'origine. Je suis retourné très peu de fois dans mon pays d'origine. Mon cœur est évidemment français, mais ça peut. Et ça demande des. Ça se fait pas automatiquement non plus. Hein. La France n'est pas l'Allemagne, n'est pas l'Angleterre, n'est pas. Moi, je trouve que c'est un pays magnifique, mais peut-être que j'aurais moins de chance d'être dans un autre pays. Mais voilà, ça joue aussi
Et quand ça me fait rappeler qu'il y avait quand même dans notre paysage politique français trois adoptés, une qui a été mise à Culture Fleur Pèlerin, Joachimson Forger, adopté coréen, député LREM sous Emmanuel Macron, Joachimson Forger, sénateur, Europe Écologie Les Verts. Ouais, c'est quand même des sacrés parcours d'intégration pour des personnes d'origine étrangère. C'est quand même, ça en dit très long sur notre pays qui donne l'accès. Je ne dis pas que la méritocratie, que l'égalité est parfaite dans notre pays, mais je dis que c'est pas impossible. Il n'y a pas non plus un racisme structurel, institutionnel. Euh, Moi, en tout cas, je l'entends très peu de la part des adoptés. Qui, elles disent qu'il y a du racisme par des individus, mais elles ne disent pas que c'est l'État français qui est raciste à leur égard. Elles pointent du doigt des défaillances des pouvoirs publics, elles ont raison de le faire, mais ça ne dit pas que l'État français est raciste et qu'il a permis les adoptions parce qu'il est raciste. Non, c'est d'un manichéisme total. Les adoptés ressassent-ils le passé? Oui, oui, volontairement ou involontairement. Et d'où le fait que ces questions peuvent ressurgir à tout instant. Il y a des tabous, ils sont levés. Les circonstances, finalement, de l'abandon, disons-le, hein, peuvent se poser ces questions-là, de savoir si on est issu d'un viol, par exemple. Hypothèse très probable. C'est quand même assez pesant, en fait, quand on se pose ce type de questions, et pour lesquelles on n'a même pas de réponse. Peut-être que certains voudraient avoir la vérité, et c'est pour ça qu'ils veulent faire la recherche des origines. Alors les pouvoirs publics agissent. Au niveau de l'administration française, moi qui ai réussi le concours d'inspecteur à l'époque, j'ai quand même et j'ai fait des études de droit public notamment, ça va, j'ai un bon visuel de la logique administrative en France. Alors je vous indique qu'il y a la mission de l'adoption internationale qui est rattachée au Quai d'Orsay, aux affaires étrangères, et qui mène 4 missions. Une mission de régulation et de contrôle des opérateurs de l'adoption, une mission d'expertise et de veille juridique, une mission de stratégie et de coopération, et enfin une mission d'information et de communication. La mission de l'adoption internationale rend, me semble-t-il, chaque année des publications, des rapports annuels, et on peut également retrouver, puisqu'il est question de deniers publics, ces fonds au programme 151, vous tapez budget.gouv.fr et vous trouverez en PDF le programme 151. De mémoire, il y a 300 000 € environ accordés aux associations, comme La Voix de l'Adopté ou Racine Coréenne. On a aussi le CNAOP qui a été institué en 2002 qui va permettre de donner quelques éléments. Je maîtrise moins bien le CNAOP, mais ça existe. On a donc, vous voyez, tout un panel d'acteurs comme les OAA, les organismes autorisés pour l'adoption, les EFA, Enfance et Familles d'Adoption, qui sont aussi actifs sur les réseaux sociaux. On a les associations, La Voix de l'Adopté, qui existe depuis plus d'une vingtaine d'années, RAIF, Racine Coréenne, des collectifs, collectif du Sri Lanka, collectif du Mali. On a aussi des particuliers qui témoignent, même certains qui sont journalistes. Bref, et c'est bien, parce que c'est ce qui permet de fonder des études. D'ailleurs, en termes d'études, il y en a une qui est excellente, qui est celle de l'historien Yves Dénéchère et aussi de Fabien Macedo, ils ont fait conjointement, qui a été rendue il y a 1 an ou 2 ans, une étude historique disponible sur Internet en PDF, qui a été financée en partie par la mission de l'adoption internationale, et qui traite des adoptions illicites. Un travail monumental, Dieu bénisse en tout cas les personnes qui ont fait ce travail-là, parce qu'il est d'une utilité, et il faudrait vraiment que je le lise en profondeur. Moi, j'en ai lu j'ai écouté les synthèses, et j'ai lu en diagonale,
mais on y retrouve notamment toutes les interventions médiatiques, les documentaires, les articles de presse, des interventions radio. On a des rappels historiques, des rappels sociologiques, euh, mais aussi du droit. Euh, Bref, excellente étude, un vrai travail qui sert, en tout cas, à mieux comprendre l'adoption internationale dans son ensemble. D'où le fait tout de même de continuer à documenter, et c'est ce que messieurs Dénéchard et Macedo ont indiqué dans leur rapport. On peut les contacter pour documenter l'adoption. Outre les OA et le FA, oui, il y a l'aide sociale à l'enfance aussi, l'ASE, le CNAB, donc le Conseil national d'accès aux origines personnelles, beaucoup plus connu médiatiquement. Je crois que Madame Ségolène Royal avait travaillé dessus. Je tiens à dire que, outre les candidats, moi qui suis adopté, il faut aussi qu'on parle et ça ne doit pas faire fi aussi de certaines souffrances des parents et des candidats à l'adoption. Déjà, ceux qui n'ont pas leur agrément, c'est une souffrance parce qu'ils n'ont pas d'enfants. Et même les parents qui doivent aussi, prenons leur point de vue, avoir des enfants qui peuvent être durs avec eux. Comment on fait aussi, comment on les accompagne, comment on les aide. Heureusement, bon, il y a des groupes de communautés sur Internet, sur les réseaux sociaux, sur les forums, dans la vraie vie, des événements, mais là aussi, c'est sur toute une vie en fait. Ça ne se fait pas juste un coup et hop, je suis formé à tout, pas de soucis. Non, puisque les problèmes de l'adopter peuvent ressurgir à tout instant. Donc, c'est un travail de toute une vie hein, finalement. Donc, on a eu dans notre histoire hein, de l'humanité un adopté très célèbre, Steve Jobs, c'est vrai. Il y en a d'autres. Bill Clinton, par exemple, hein, le président des États-Unis. Bon, je vous ai cité Fleur Pellerin, Joachim Sainte-Forget et Jean-Vincent Placé en France. Ben moi, hein, qui suis youtubeur. Non, il y en a eu quelques. Je crois Mandela aussi. Nelson Mandela est adopté. Euh, donc non, c'est pas non plus un handicap, je dirais, de vie. C'est pas le bon terme, mais c'est pas non plus une situation anodine. Ça, on peut pas le dire. Alors, c'est vrai que dans ce podcast, j'ai très peu témoigné de ma propre adoption. Je le ferai de manière plus posée dans un autre podcast. Moi, indique juste que mon orphelinat dans lequel je suis né a été détruit. Donc, c'est vrai que sur mon certificat de naissance, c'est un peu triste. Il y a marqué mère et père inconnu. Et pourtant, j'ai quand même envie d'entreprendre ma propre recherche. Pour le deuxième volet que j'ai indiqué, c'est tout retrouver la culture d'origine. Parce qu'il y avait quelque chose que j'avais adoré. Mon pays d'origine, c'est le Vietnam. Quand j'étais allé, j'ai pu voir ce qu'on appelle le culte des ancêtres. C'est très, très, très vietnamien et aux antipodes de ce qui se fait en France. En fait, c'est chaque année, il y a des familles vietnamiennes qui se réunissent entre les petits-enfants, les enfants et leurs parents et vont commémorer en fait leurs ancêtres. Donc il y a dans des salles dédiées des endroits où se recueillir ou mettre des offrandes. Donc c'est un autre rapport à la spiritualité et à la famille. Il y avait une autre chose qui m'avait vraiment touché, c'était que dans la conception vietnamienne, la famille est beaucoup plus unie, au point même que les oncles, les tantes, les grands-parents vivent dans le même immeuble. Alors évidemment, il y a des considérations économiques, parce que le pays est plus pauvre, parce que des questions logistiques, ce sont des villes assez polluées. Hein, par rapport à la France, franchement, c'est presque cliché, mais ces images où on voit des photos de motos joncher les rues, oui, oui, véritablement, ça explique aussi l'architecture et les bâtiments, de pourquoi ceux-ci se regroupent ensemble. Mais vous voyez, c'est des éléments, moi je trouve ça génial, parce que par antithèse, par opposition à peut-être ce qu'on peut voir en France, où il y a un délaissement des aînés, je pense qu'on a aussi beaucoup à apprendre de ces cultures-là. Moi, je vous parle du Vietnam, mais ça peut être d'autres conceptions culturelles. Et c'est pour cela que, en un sens, l'immigration peut être une chance. Encore faut-il bien incorporer le plus.
on sait que l'histoire des pays, la France du moins aussi, a été faite par des vagues d'immigration. Et que ça constituait, c'est pas que la France aux Gaulois, hein, il y a eu déjà il y a des migrations européennes et puis là extra-européennes qui sont en cours et qui seront en cours au XXIe siècle. Donc toute une histoire. Moi je n'ai pas de sentiment de haine ou de rancœur à l'égard de la France. Ça c'est un aspect un peu moins connu, qu'on entend moins, parce que les Asiatiques n'en parlent pas. Il n'y a pas cette volonté de revanche à l'égard du colonisé, en tant que colonisé à l'égard de la France, parce que la France a colonisé anciennement l'Indochine. Ensuite, il y a eu les États-Unis qui ont fait la guerre, mais moi, j'ai pas de haine farouche. Et puis aujourd'hui, je sais bien, ça m'arrive de lire un peu l'actualité franco-vietnamienne. Il y a le courrier du Vietnam et les relations diplomatiques sont plutôt bonnes. Il y a même des accords commerciaux qui ont été négociés. Alors aujourd'hui, le Vietnam est un pays qui se rapproche de son ancien ennemi historique, les États-Unis, face à la Chine. Bon, bref, là, je m'égare un peu, mais pour vous dire, vous voyez, ça aussi, j'aimerais bien, ça fait partie de mon intérêt, moi qui aime bien parler de politique. Euh, Cet aspect-là, je me dis, ouais, mince, j'aimerais aussi savoir comment fonctionne le réacteur administratif vietnamien, la vie politique vietnamienne, toutes ces choses en fait, tout ce que je peux aimer en France, en fait, je pourrais aussi l'apprécier pour le Vietnam. Bon, Joséphine Baker est connue aussi, c'est, vous savez, la personne qui a été panthénoïsée. C'était très récent, j'étais à la Sorbonne en plus, en cours de droit national économique. Et donc il y avait sa cérémonie à côté. Elle était connue pour avoir adopté beaucoup, plus d'une vingtaine d'enfants, je crois. Euh, Qu'est-ce que je peux rajouter d'autre? Non, mais encore une fois, c'est un sujet complexe. Chacun a son histoire, chacun écrit son histoire. Certains veulent forcer un peu leur destin. Moi, en tout cas, vu mon engagement, j'ai envie de forcer le destin de l'histoire de l'adoption. C'est ma condition et j'en ai pris conscience véritablement depuis un an que ça suffit. On va pas faire comme si ça n'existait pas. Euh, j'ai eu envie toujours de m'engager pour plein de choses. Je vais y aller. Et puis il y a tellement d'intérêts juridiques, international, historique, tout ce que j'aimais. En fait, là, on le trouve dans ce sujet-là. Euh, Moi, j'aimerais apporter conjointement, individuellement, collectivement, avec d'autres personnes, à améliorer l'existant. D'ailleurs, moi étant aussi un peu philosophe dans l'âme, j'ai un intérêt prononcé, j'aimerais bien peut-être développer une philosophie de l'absurde en matière de l'adoption. Et je ne cache pas que je suis très camusien dans l'âme, pas sartrien, existentialiste, hein, donc camusien, la philosophie de l'absurde. Que faire face à un non-sens? Trouver, on va éviter de faire comme Sisyphe à pousser un rocher éternellement. On va essayer de donner du sens à ces histoires-là. Moi, je pense que véritablement, on va pas, on peut donner du sens en s'engageant pleinement dans une situation de fête. Personnellement, avoir été abandonné, mais de toute façon, je sais pas. Ça, je vous avoue que ne pas savoir moi, ça me dérange beaucoup, même dans ma vraie vie de tous les jours. Euh, mais bon, il faut surmonter ça, cette absence, ce vide-là. On peut le combler d'une autre manière, mais ouais, c'est véritablement un sujet complexe, passionnant. Je pense qu'il est évidemment abordé différemment selon le point de vue, qu'il s'agisse du point de vue du parent, de l'adopté lui-même, d'un chercheur, d'un historien, de la société, de quelqu'un qui ne connaît rien. Comment on fait? C'est un engagement que je concrétise en France, mais j'espère qu'il montera en gamme. Mais de toute façon, ça dépend pas que de moi. Je veux dire, il y a un gros travail qui est fait depuis quelques années par les associations, par les pouvoirs publics en France. J'ignore comment ça se passe dans les pays étrangers. Au demeurant, je pense qu'en Europe, il y a des choses qui tendent à se débloquer. Oui, c'est pour ça que je vous ai mis en photo une carte hein, du monde. J'ai tapé mondialisation sur Internet. Je pense que ça reflète très bien l'état d'esprit en fait de l'adoption, de ce que c'est.
Euh, mais voilà, il y a plein de défis à relever encore. J'ose espérer que cette vidéo vous aura donné quelques clés de compréhension sur l'adoption. Je pourrais, bien sûr, via l'ensemble des sujets que j'ai énoncés ici, faire des vidéos approfondies, bien entendu. Mais je... il y a plein d'angles, il y a plein de choses encore à dire sur ce sujet et ça doit être dit. Ça doit le faire parce que c'est une nécessité et moi je raisonne en termes d'intérêt des générations présentes et des générations à venir. Si on peut éviter certaines catastrophes humaines, des suicides, des larmes ou pour des choses qui auraient pu être évitées, il faut le faire. Et je dis bien que c'est un phénomène historique et qui a la particularité de nous d'émerger maintenant. En fait, c'est pas, ça n'existait pas comme de cette forme-là au 18e, sous l'Antiquité. Non, c'est comme assez, c'est un sujet qui est relié avec la mondialisation, par exemple, parce que sans mondialisation des transports, des marchandises, technologiques, sans le progrès technique, pas d'adoption internationale en masse, pas de d'avion, pas de. Vous voyez, qu'est-ce qu'on fait? C'est dire que l'adoption internationale s'inscrit dans le cadre du phénomène de la mondialisation qui est en cours actuellement. Alors voilà, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'humainement, on essaie de placer le curseur pour les adopter, pour les parents, pour tout le monde? Comment on fait? Serait-ce la priorité? Ce sont des questions ouvertes et je pense que le temps nous dira ce qu'il en sera.